Démarre sans plus attendre, ce webinaire sur les coûts de l'absence maladie pour l'employeur, quels impacts et comment les maîtriser. Quelques mots de technique avant de se présenter. On souhaite que ce webinaire soit un peu interactif, donc vous allez le voir à 3 reprises dans l'heure qui suit. Nous allons pouvoir vous poser une question et vous allez pouvoir y répondre directement sur votre écran, oui, non, ou selon les réponses qui sont proposées, ce qui nous permettra d'avoir un sondage en temps réel et de vous donner, juste quelques secondes après, la tendance chez les participants pour pouvoir enrichir un petit peu la conférence. Vous avez donc une zone de chat à droite qui vous permet également de poser des questions au cours du webinaire. Pour les questions de portée générale, nous essaierons d'y répondre au cours du webinaire. Pour les questions plus précises ou plus particulières, soit nous avons le temps d'y répondre à la fin, soit nous vous recontacterons, nous vous enverrons un mail pour vous répondre sur ces questionnements. Alors, 2 intervenants ce matin sur ce sujet-là, Wassila Djelabi et moi-même. Wassila, je te laisse te présenter, s'il te plaît. Bonjour à tous, donc je suis Wassila Djelabi. J'ai occupé pendant plus de 10 ans des postes de responsable paye, soit internalisés, soit en externalisation, et des postes de responsable RH, avant de rejoindre EMIG au sein de sa direction technique en tant que consultante experte et plus spécifiquement au niveau des rémunérations et des charges sociales. Sylvain? Et donc moi, Sylvain Berthier, j'ai 15 ans d'expérience dans le conseil et la gestion paye et charges sociales, et je suis à présent responsable de projet sur le conseil RH au global. Alors, les coûts de l'absence maladie pour l'employeur, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous permettre d'identifier, de vous rappeler les éléments que l'on intègre dans le coût de l'absence pour vous permettre de l'estimer et de vous faire une image de combien vous coûte l'absence au sein de votre structure, que ce soit des coûts directs ou indirects, que l'on a regroupés dans 3 catégories: les coûts salariaux, les coûts hommes et les coûts organisationnels, que nous allons développer successivement. Dans un premier temps, nous allons vous demander de nous préciser quel est votre degré de visibilité des coûts liés à votre absentéisme dans votre structure aujourd'hui. On va lancer le premier sondage. Vous allez voir apparaître sur votre écran la question avec la possibilité d'y répondre. C'est parti. Alors, 65% des participants ont voté, 94. Quelques secondes pour laisser l'ensemble des participants pouvoir répondre, et puis on va regarder un petit peu la tendance par rapport au degré de visibilité que vous avez par rapport à l'absentéisme. Je pense qu'on peut clore les votes. Oui. Voici là. Tout à fait. Alors les résultats au premier questionnaire, c'est que globalement 2/3 en fait des participants aujourd'hui estiment avoir une visibilité partielle du coût lié à leur absentéisme. 20% n'ont pas de visibilité, là où 13% ont une bonne visibilité. Ce qui nous donne une bonne tendance de ce que nous constatons aujourd'hui chez nos clients, de l'image en fait et de la possibilité de visibiliser et visualiser le coût de l'absentéisme au sein de sa structure. Alors au niveau des coûts liés à l'absentéisme, vous l'avez vu, on va aborder 3 gammes de coûts liés à l'absence, notamment les coûts liés au salaire, les coûts salariaux, les coûts liés aux hommes et les coûts liés aux organisations. Sur les coûts salariaux, ce sont finalement les coûts qui sont peut-être les plus faciles, ou en tout cas les moins difficiles à déterminer, puisque ce sont ceux qui impactent pour la plupart les rémunérations et qu'on peut voir sur les bulletins de salaire. Puisque pendant l'absence du salarié, l'employeur a une obligation de maintenir une partie de sa rémunération, déduction faite des IGSS. On va voir ça dans le détail juste après. Et ça, c'est le premier coût, effectivement, à déterminer par rapport à l'absence.
Les coûts liés au maintien de salaire, on va le voir, effectivement, il y a le complément de salaire par l'employeur, mais encore faut-il déterminer quel est le salaire qu'on vise, quel est le salaire à maintenir. Va-t-on parler du salaire brut, du salaire net ou d'un autre type de salaire? On va l'aborder dans quelques instants. Alors, Sylvain, lorsque l'on parle de maintien de salaire, il faut peut-être préciser que l'obligation peut être légale, conventionnelle, et dans l'obligation conventionnelle, tu le développeras un peu plus tard, on distinguera les obligations qui relèvent de la convention collective ou des obligations internes nées des accords d'entreprise. Absolument. Le troisième coût lié au maintien de salaire sont les indemnités versées par la sécurité sociale, les indemnités journalières de sécurité sociale que l'on nommera de façon un peu plus technique IJSS. On évoquera également les incidences de la subrogation lorsque la société pratique la subrogation dans les droits des salariés. Et on terminera par le régime de prévoyance des IGRP, et les délais d'intervention, IGRP, indemnité journalière de prévoyance, qui peuvent venir en relais plus ou moins vite en fonction des secteurs d'activité, des obligations conventionnelles ou des conditions générales des contrats qu'on a pu mettre en place au sein de l'entreprise. Nous n'oublierons pas d'évoquer également, à la fin en fait, de cette partie, les incidences des accidents du travail sur les cotisations patronales d'accidents du travail qui sont plus des coûts indirects avec un impact financier à 2 ans. Alors, effectivement, on le disait, l'employeur a une obligation de maintenir tout ou partie de la rémunération du collaborateur absent pour cause de maladie, accident du travail ou maternité. Quand on regarde son obligation minimale, l'employeur ne peut pas avoir une obligation et un maintien de salaire inférieur à ce qui est prévu dans l'accord de mensualisation. Donc c'est un accord qui date de 1977 et qui a été modifié depuis, qui prévoit qu'au minimum, en cas de maladie, l'employeur applique ces dispositions. Tout à fait. Alors, à l'ère aujourd'hui où on parle de socle obligatoire ou de socle minimal, s'agissant de la loi de mensualisation et des obligations de maintien de salaire, on est sur un socle qui est minimal et obligatoire. Alors, tout employeur de France et de Navarre, quel que soit en fait son secteur d'activité, et à défaut d'accord collectif, qu'il soit conventionnel d'entreprise ou d'établissement plus favorable, a l'obligation minimum d'un maintien de salaire après un délai de carence de 7 jours, donc dès le 8e jour d'absence maladie, de 90% du salaire brut du salarié. Cette obligation est dégressive puisqu'en fait, après 30 jours de maintien de salaire, donc à partir du 38e jour, l'obligation de maintien de salaire descend à 2/3 du salaire brut. L'exemple qu'on vous donne sur ce slide est l'exemple d'un salarié qui va avoir entre 1 et 5 ans d'ancienneté, étant précisé que ses obligations de maintien sont augmentées de 10 jours par période entière de 5 jours. L'ancienneté, absolument. Alors effectivement, là, on est sur un socle commun, un socle minimal. On ne va pas s'y attarder longtemps parce que bien souvent, l'entreprise a une obligation conventionnelle qui va au-delà de ce socle minimum. Et quand on regarde, pour l'exemple, la convention collective des banques, on se rend compte que notamment la carence de 7 jours qui était prévue dans l'accord de mensualisation est très fréquemment gommée dans les conventions collectives, puisque dans cet exemple, l'employeur a une obligation de maintenir 100% du salaire net dès le premier jour, ce qui veut dire que les 3 premiers jours de l'absence vont occasionner un coût supporté par l'employeur de manière intégrale. Ensuite, il y a la répartition entre l'employeur et la sécurité sociale. Donc, bien souvent, les conventions collectives prévoient un maintien à 100% pendant une période donnée, par exemple 90 jours, puis ensuite un maintien dégressif pendant une autre période. Alors, on a une première question qui anticipe un peu le slide
nous interroge ou qui nous précise que souvent l'obligation conventionnelle est conditionnée à l'ancienneté du salarié. C'est tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'en fait l'obligation de maintien de salaire qu'on a évoquée dans le socle minimum et obligatoire de la loi de mensualisation se retrouve systématiquement dans les conventions collectives et plus ou moins favorable en fonction des secteurs d'activité et des branches. Absolument, on le voit sur le slide qui est projeté. Pour cet exemple de la banque, tout en bas du slide, c'est indiqué que ce maintien de salaire obligatoire est pour un salarié qui a une ancienneté comprise entre 5 ans et 10 ans. Et effectivement, après, on va avoir une période qui va être augmentée pour les maintiens à 100% et les maintiens partiels entre 10 et 15 ans et plus de 15 ans, par exemple. Donc effectivement, cette question est opportune. On a bien un maintien différent suivant l'ancienneté du collaborateur. Alors, lorsque l'on parle de coûts liés à l'absentéisme pour l'employeur, des coûts directs et indirects, dans un premier temps et pour un meilleur éclairage, nous avons donc en fait une obligation de maintien de salaire minimal avec une prise en charge à compter du 4e jour de la sécurité sociale. Et l'on constate dès à présent que les 3 jours de carence pour lesquels en fait la sécurité sociale n'intervient pas vont être supportés par l'employeur et uniquement par l'employeur à défaut d'avoir un régime de prévoyance qui intervient dès le 1er jour. D'où effectivement le surcoût lié aux absences de courte durée. Quand on a effectivement un absentéisme plutôt régulier mais de courte durée, c'est là où ça coûte le plus cher pour l'employeur. Alors, sur le slide suivant, on va regarder avec Wassila la partie prise en charge par la sécurité sociale, puisqu'il y a bien effectivement une partie d'IGSS, et on va voir que le motif est important, le motif de l'arrêt, puisqu'on n'a pas les mêmes rémunérations, les mêmes parties de sécurité sociale, selon qu'on est en maladie, maternité ou accident de travail. Alors, tout à fait. On ne rentrera pas dans le détail en fait des salaires journaliers ou des montants. Les slides vous seront transmis après ce webinaire et vous pourrez les étudier dans le détail. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Nous reviendrons vers vous pour vous apporter une réponse. Mais ce que l'on constate pour schématiser, c'est qu'en fonction en fait de la typologie de l'absence, la prise en charge par la sécurité sociale, les CEPAM et donc le montant des IGSS va être plus ou moins important en fonction de la maladie, la maternité, l'accident du travail, maladie professionnelle. Le délai de carence qui va être appliqué par la sécurité sociale et donc la conséquence pour l'employeur, l'impact en fait de la prise en charge totale par l'employeur va différer en fonction des typologies de son absentéisme. C'est vrai qu'on a souvent en tête, on a parfois en tête le fait que finalement l'employeur supporte 50% du coût, c'est-à-dire que quand il y a un salarié absent, la répartition entre la sécurité sociale et l'employeur, c'est à peu près 50-50. C'est pas tout à fait vrai, ça va dépendre du motif, mais ça va aussi dépendre de l'ancienneté du collaborateur. C'est ce qu'on regarde sur le slide suivant, où on voit notamment sur la première ligne que on est à peu près effectivement à 50%, on est à 51% de partage pour l'employeur lorsqu'on a un salarié qui gagne 2 000 € par mois et qui est en absence maladie. Par contre, pour cette même absence maladie, si on a un salarié qui est plutôt sur une tranche de rémunération à 4 000 € de salaire mensuel, on se rend compte que la part laissée à la charge de l'employeur monte à 67%. Donc c'est important quand on fait des projections et quand on cherche à déterminer le coût, plutôt là le coût direct de l'absence, de le faire peut-être par tranche de rémunération et par motif. C'était une première clé. Autrement dit, Sylvain, je te laisse me reprendre si je traduis avec mes mots ce que tu viens de dire dans le mauvais sens. La première idée en fait que l'on peut avoir, c'est de se dire que le coût lié à l'absentéisme dans les maintiens de salaire, lorsque les IGSS interviennent, c'est que le montant des IGSS pris en charge est de 50%. Que ce n'est pas une règle absolue et que cela va grandement varier en fonction de la typologie de l'absence et du montant du salaire mensuel du salarié. C'est exactement ça. Alors, pour vous donner un exemple chiffré qui sera un peu plus clair peut-être pour tout le monde, prenons l'exemple d'un salarié avec un salaire mensuel brut de 2 000 € lorsqu'il travaille un mois complet, qui va se retrouver le mois suivant malade pendant le mois complet aussi.
On se rend compte que pour un salaire de 2 000 € brut, la part prise en charge par la sécurité sociale et le montant des IGSS va être de 888 € pour les 27 jours qui sont pris en charge, déduction faite de la carence de 3 jours, et que le complément employeur, lorsque l'on est dans une obligation de maintien à 100% du salaire brut, va donc s'élever à 1 112 €. Alors, pourquoi en fait on nomme ce slide un sursalaire net à corriger? Parce que vous allez vous apercevoir très rapidement que lorsque la pratique de l'entreprise est stricto sensu de maintenir le salaire au-delà de la prise en charge des IGSS, cela peut aboutir à verser un salaire net au salarié plus favorable que s'il avait travaillé tout le mois. Le salaire net perçu pour le salarié pour un montant de charge salariale moyen de 20%, en temps normal lorsqu'il travaille tout le mois, 2 000 € brut égale 1 600 € net. Lorsque le salarié va être absent, on se rend compte que la traduction nette des IGSS bruts va être de 828 € net, déduction faite des 6,7% sur la CSG CRDS des IGSS bruts, et que l'équivalent en net du complément employeur va être de 890 €. Lorsqu'on additionne ces deux montants, on se rend compte que le salarié qui est absent tout le mois va se retrouver avec un salaire net de 1 718 € et va donc percevoir 118 € net de plus que s'il avait travaillé le mois complet. Alors, cette pratique n'est pas complètement irréversible. Il y a une solution pour pouvoir en fait réduire ce coût employeur et mieux le maîtriser, et je vais laisser Sylvain vous l'expliquer. Effectivement, c'est pas cohérent qu'un salarié puisse gagner plus quand il est en absence maladie que lorsqu'il est présent. Et fort heureusement, l'employeur a la possibilité de corriger ce calcul un petit peu mathématique en appliquant ce qu'on appelle la régularisation honnête ou garantie conventionnelle suivant les libellés des différents éditeurs de paye. C'est ce slide-là où on se rend compte que pour avoir un salaire net maintenu identique, en l'occurrence on va viser le salaire de 1 600 €, il faut que l'employeur diminue son complément employeur de 148 €. Donc là c'est quelque chose qu'il faut bien regarder, sur lequel il faut être vigilant dans l'entreprise pour vérifier que on a toujours une régulation honnête qui est conforme, qui est correcte, qui permet d'avoir le net de présence, puisque c'est un premier levier qui permet de diminuer le coût direct de l'absence. On a parfois des entreprises qui vont même plus loin, finalement, que ce simple, entre guillemets, maintien du salaire net, et qui vont maintenir un petit peu moins que le net de présence. Alors attention, on va le voir juste après, c'est pas possible dans tous les cas de figure. La convention collective et son libellé va être important. Mais effectivement, on a une jurisprudence qui nous dit, quand l'employeur maintient 1 600 € en net, finalement, le salarié, c'est comme s'il ne supportait pas sa cotisation salariale de 6,7% sur les IGSS. Puisqu'on a le même salaire, il devrait supporter une cotisation salariale. Et donc, on a la possibilité de le déduire du salaire net qui est visé. Évidemment, socialement, c'est un peu plus compliqué, puisqu'il faudra expliquer au salarié qu'on va lui maintenir moins quand il est absent que quand il est présent. Mais techniquement et légalement, c'est quelque chose qui est possible dans un certain nombre de cas. Donc, on voulait l'illustrer effectivement par ce slide, de faire le maintien du salaire net, déduction faite de la CSG-CRDS sur IGSS. Donc, le delta entre 1 600 € net et 1 545 € net, ça va être la quote-part de la CSG-CRDS sur les IGSS. Absolument, absolument. On le retire pour que le salarié la supporte. Alors effectivement, c'est quelque chose déjà qui est assez peu pratiqué en France, mais on le retrouve dans quelques entreprises, mais ça va dépendre des dispositions conventionnelles. Alors on regarde puisqu'il y a une question qui a été posée. Tout à fait. Alors, l'un des participants nous alerte, voilà, en disant attention, certaines conventions collectives ne le permettent pas dans ce montage. Tout à fait. Sylvain l'a précisé en amont et va le développer un peu plus sur ce slide-là. La jurisprudence nous dit, et si on s'assoit sur différents arrêts de la Cour de cassation, en fonction du libellé et la terminologie liée au salaire de référence du maintien de salaire conventionnel, la pratique de la règle sur le net hors CSG-CRDS va être possible, impossible ou sujette à interprétation. Oui, grosso modo, on a 4 catégories de libellés dans les conventions collectives. Première catégorie, la convention collective impose 100%, un maintien à 100% du salaire brut.
Bon, on a encore des conventions collectives qui le prévoient. Bon, voilà, vous n'avez même pas la possibilité de faire la régularisation en net. On ne va pouvoir appliquer que le maintien de la rémunération brute du salarié. Et donc, il pourra avoir effectivement un sursalaire quand il est absent, mais on n'a pas la possibilité de faire différemment. On a un second libellé qui va viser à maintenir 100% du salaire net. Bon, bah, à ce moment-là, si on est sur 100% du salaire net et qu'il n'y a pas d'autres précisions, on ne peut pas faire moins que ce qui est prévu. Donc, on va devoir appliquer 100% de la rémunération nette. La régularisation nette, c'était le second volet, mais pas net de CSG-CRDS. Une troisième catégorie qui est la phrase type métallurgie. C'est la phrase qu'on a mise en fait en haut du slide où on a la métallurgie et certaines conventions collectives qui ont précisé dans une terminologie un petit peu alambiquée qu'il fallait bien que les cotisations salariales restent à la charge du salarié. Et le but de cette phrase, pas forcément très claire, c'est effectivement de pouvoir appliquer le maintien du salaire net sous déduction de la CSG-CRDS sur IGSS pour que le salarié la supporte. Donc dans la métallurgie, accords nationaux et plusieurs accords régionaux, mais pas tous, on a cette phrase-là qui permet d'appliquer le troisième niveau de régulation honnête. Et puis on a des conventions collectives qui sont assez imprécises et qui prévoient que l'employeur doit maintenir 100% du salaire habituel, sans savoir s'il s'agit du brut, du net ou autre chose. Donc là, l'employeur a la possibilité d'appliquer ce qu'il souhaite entre le brut, le net ou même le net de CSG-CRDS. Et ça, un arrêt de cassation nous l'a confirmé. Quand la convention collective est imprécise, c'est l'employeur qui peut appliquer la garantie qu'il souhaite. Alors, la prochaine étape, c'est d'évoquer le mécanisme de la subrogation dans les droits à IGSS des salariés. Mais avant de rentrer dans le sujet pour adapter notre discours en fonction des pratiques de nos participants, une deuxième question, subrogation. On lance le questionnaire. Le sondage est ouvert. Deux types de réponses, soit oui, soit non, sur appliquez-vous la subrogation des IGSS, notamment dans le cadre de la maladie. Alors, 49% des participants ont voté, 62, 65, 70. Nous avons des participants réactifs. Merci beaucoup. Ça va permettre d'avoir effectivement une restitution conforme effectivement à vos pratiques, ce qui est toujours intéressant. Donc, on va laisser encore 10 secondes à peine pour pouvoir clore les sondages. Alors, quelques participants tardent à répondre. On est à 80% de votants. Je pense qu'on peut clore les votes et puis vous donner les restitutions. Alors, 77% des participants nous répondent que leur société pratique la subrogation. Les réponses en fait vont dans le sens et sont au final en fait dans les clous par rapport à ce que nous on peut constater avec nos clients aujourd'hui. Alors, on pratique la subrogation, ça veut dire le salarié et pour l'employeur. Alors juste pour répondre à une question effectivement d'un participant qui voulait des références par rapport à l'arrêt de cassation que j'ai cité, bien sûr à l'issue on vous l'envoie par mail sans problème. Sur la subrogation, donc qui effectivement majoritairement vous concerne, il y a un grand avantage à appliquer la subrogation, surtout pour le salarié, puisque le salarié, grâce à la subrogation, ne va pas supporter le délai de versement par la CEPAM, c'est l'employeur qui supporte ce délai, et donc il va avoir une incidence financière liée à l'absence qui va être relativement gommée. Et on peut avoir des employeurs, des fois, qui nous interrogent sur, mais finalement, puisque l'incidence financière du collaborateur quand il est absent est amoindrie, est-ce que le fait d'appliquer la subrogation ne serait pas un facteur favorisant l'absentéisme? Tout à fait. Alors non, c'est pas si évident que ça. Quand on fait les baromètres de l'absentéisme, on en parlera à la fin. Chaque année, on édite le baromètre national d'absentéisme. On se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de différence sur les taux d'absentéisme entre les sociétés qui appliquent la subrogation et celles qui ne l'appliquent pas. Et quand on accompagne des entreprises et qu'on les interroge pour celles qui ont souhaité arrêter la subrogation, elles nous disent finalement l'année suivant l'arrêt de la subrogation, il y a eu un effet. Mais cet effet a été de très courte durée et finalement très vite rattrapé les années suivantes et on a retrouvé 2 ans après le même niveau d'absentéisme qu'on avait avant par rapport à la période où la subrogation était appliquée. Alors, ce que tu viens de nous dire concernant l'absentéisme et l'effet sur les salariés, est-ce qu'on peut aussi l'appliquer et le dire pour l'employeur?
Alors, pour l'employeur, la subrogation a aussi effectivement des incidences qui ne sont pas neutres. Euh, Première incidence pour l'employeur, c'est qu'il a quand même un intérêt à appliquer le précalcul en paye des IGSS. Je m'explique rapidement. On a des entreprises qui appliquent la subrogation, mais qui finalement attendent de recevoir le bordereau CEPAM des IGSS pour le traiter en paye et le passer en paye. Et donc, il y a quand même un délai assez important, de plusieurs mois parfois, où l'employeur ne déduit pas les IG bruts et ne verse pas les IG nets tant qu'il n'a pas reçu cette somme de la CEPAM. Là, attention, il y a quand même un intérêt financier à activer en paye le précalcul des IGSS pour pouvoir, dès le mois suivant l'absence, déduire les IG bruts estimés, précalculés. On a le logiciel maintenant qui les précalcule précisément, afin de ne pas avoir une perte en trésorerie. Tout à fait. Ensuite, oui, c'est là. Euh, non, en fait, j'anticipais sur ce que tu allais dire et voilà, ce que nous montre en fait l'expérience du terrain avec nos clients, c'est que souvent, lorsqu'on leur demande de nous préciser leur connaissance ou d'évaluer leur taux de récupération ou leur délai de récupération, les réponses en fait sont souvent plutôt imprécises, ou alors on nous répond une fois sur deux que c'est une visibilité que le DRH n'a pas. Effectivement. Un dernier point de vigilance par rapport aux IGSS quand elles sont subrogées, c'est qu'on a un délai, vous le savez, plus ou moins long de versement des IGSS par la CEPAM. Ok, c'est l'employeur qui le supporte. Mais on a aussi parfois des IGSS qui ne sont pas reversés par la CEPAM. On a plusieurs exemples où, lorsqu'il n'y avait pas de rapprochement, de relance et d'action de l'entreprise vis-à-vis des CEPAM sur les IGSS, on avait jusqu'à 30% des IGSS qui finalement, au final, n'étaient pas récupérés par l'employeur. Donc là aussi, c'est un autre levier pour diminuer le coût de l'absence que d'être très vigilant par rapport à la bonne récupération des IGSS qui sont avancés, puisque la subrogation des IGSS, c'est juste une avance des IGSS que l'employeur doit récupérer auprès de la CEPAM. Un coût effectivement lié aux absences, peut-être plus de longues maladies, puisque bien souvent c'est à partir de 90 jours que la prévoyance intervient. Parfois, et on a dans les participants des personnes qui ont la FERP, là c'est plutôt au bout de 4 jours d'absence. Mais néanmoins, on a l'employeur qui peut s'assurer soit volontairement, soit un peu de manière obligatoire par la convention collective auprès d'un assureur pour garantir le risque incapacité temporaire. Pour les employeurs qui le font de manière volontaire, ils y voient souvent un avantage budgétaire de lisser le coût de l'absentéisme, de lisser le coût d'absence, puisque finalement, au coup par coup, c'est la prévoyance qui verse les indemnités, et eux vont verser une cotisation en pourcentage de la masse salariale qui est beaucoup plus facile à budgéter. Vous le voyez en bas de l'écran, simplement une petite astuce de paye, puisque quand on passe par une indemnité de prévoyance, cette indemnité ne supporte pas 100% des cotisations sociales, dès lors que la cotisation est financée en partie par les salariés et en partie par l'employeur. Il n'y a que la partie correspondant au financement patronal qui est soumise à cotisation. Tout à fait. Et une bonne application en paye, c'est un premier pas vers la maîtrise du coût de l'absentéisme. Au-delà en fait du montant des IGRP, Sylvain, il faut peut-être aussi souligner le fait que lorsqu'on a un régime de prévoyance obligatoire conventionnellement mis en place volontairement par la société, le coût direct que l'on va pouvoir en fait estimer et voir, c'est le montant des IGRP, au final qu'on passe en paye ou qui passe en comptabilité. Il y a un coût indirect qui est souvent mésestimé ou mis de côté, c'est le coût de la prévoyance en elle-même, du contrat de prévoyance. Tout à fait, absolument. Et celui-là, c'est vrai qu'on l'oublie un petit peu, mais le taux effectivement des cotisations et l'impact des cotisations, et l'évolution des cotisations corrélativement ou non à l'absentéisme est effectivement un point de vigilance. Tout à fait. Et la question aussi qui peut se poser lorsqu'on veut vraiment maîtriser en fait et qu'on est jusqu'au boutiste sur la question de la prévoyance, c'est est-ce que le contrat de prévoyance que j'ai négocié, que j'ai mis en place il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, est toujours en adéquation avec mon absentéisme si celui-ci a évolué au niveau de la typologie ou au niveau du taux. Absolument. Et puis un dernier coût salariaux avant de parler des coûts hommes, c'est l'incidence, là également indirecte, de l'absence pour motif professionnel, donc une absence pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, et l'incidence de cette absence sur le taux de la cotisation AT-MP, puisque vous le savez,
dans beaucoup d'entreprises, le taux de la cotisation dépend de la sinistralité propre de l'entreprise et donc dépend des dépenses liées et occasionnées par les absences, maladies professionnelles et accidents du travail. Donc là aussi, forcément, travailler sur l'absence d'origine professionnelle peut être un facteur pour réduire le coût lié aux absences. Et on rentre très clairement en fait dans des coûts indirects, puisque au-delà en fait de la quantification du coût salarial de l'accident du travail, l'impact sur les plus tard. Absolument. Ouais. Alors, une fois qu'on a évoqué les coûts salariaux, et comme a pu vous préciser Sylvain, la partie qui au final est très certainement la plus facile à visualiser et à estimer, on va vous parler en fait des coûts hommes et des coûts organisationnels qu'on a mis dans cet ordre-là sciemment, puisqu'en fait on va aller dans le sens des coûts qui sont de plus en plus difficiles à déterminer et à quantifier. Alors, les coûts hommes. Les coûts hommes, qu'est-ce qu'on entend par coût homme? L'idée, en fait, est de savoir combien d'OTP ont été mobilisés dans le cadre de l'absence d'un salarié, au-delà de l'absence du salarié. Donc, on prend en compte l'ETP de l'absence du salarié absent, ça c'est le coût direct, mais pour le coût indirect, combien d'ETP ont été nécessaires pour accomplir la charge de travail qui est liée à cette absence? La question et l'idée, là, est en fait identifier, évaluer tous les ETP que l'entreprise a dû mobiliser pour gérer et ou pallier l'absence du salarié malade. Dans un premier temps, nous allons évoquer les coûts liés à la gestion même des arrêts de travail, dans lesquels on va comprendre, bien évidemment, la réception des arrêts de travail, qu'ils soient initiaux, de prolongation, ou le temps homme que les gestionnaires paye ou administration du personnel ou administratif vont devoir mobiliser pour relancer les salariés lorsque dans le délai de 48 heures, le salarié n'a pas transmis son arrêt de travail à l'employeur. En parallèle, de façon concomitante ou juste après, combien de TP sont nécessaires sur l'année pour informer de l'entreprise ou les managers ou les opérationnels de cet arrêt maladie. Et il faut tenir compte en fait de typologies de TP selon l'organisation de l'entreprise ou des établissements qui peut être différent de l'un à l'autre. Est-ce que la réception de l'arrêt se fait au niveau de l'établissement et des opérationnels est transmis en centrale à l'ARH, ou est-ce que la réception de ces arrêts de travail sont centralisés au niveau du service paye, administration du personnel ou RH, et redescendu au niveau des opérationnels et du management. Et voilà. Et en fonction du process en fait de communication et d'information, le temps en fait que cela prend par arrêt, tout cumulé donc par an et en quote-part salariale au niveau des intervenants. On inclut aussi les entretiens de reprise du salarié absent pour les absences de longue durée, et le TP que cela va mobiliser en fonction de l'interlocuteur qui est en charge de cet entretien. Au-delà de ça, lorsqu'en fait on rentre dans les process de gestion de l'absence, cela prend à l'entreprise en ETP de saisir l'absence, soit dans l'outil de GTA, la gestion des temps et des activités, soit dans l'outil paye en fonction de l'outil maître. Vous avez certaines structures dans lesquelles vous avez un outil de GTA de durée des temps, dans laquelle toutes les absences sont renseignées, soit par le salarié à son retour, soit le manager en temps réel lorsque l'arrêt de travail est réceptionné et ensuite validé pour le remonter à l'ARH ou au service paye. D'autres structures qui ont fait le choix d'avoir un outil maître sur la paye, combien de temps cela prend à un gestionnaire paye de saisir cette donnée en temps réel pour pouvoir ensuite interfacer avec les GTA et transmettre les données auprès des opérationnels et des managers. Excusez-nous, on a un problème de retour de son. Qui va s'arrêter tout de suite.
Voilà, il est Voilà, réglé. il est réglé. Voilà, et en fait, combien de temps cela prend ce temps et le coût pour l'entreprise va souvent en fait être influencé en fonction des outils qui sont mis à disposition des salariés, des collaborateurs de l'entreprise. Et au-delà en fait des outils, c'est de la maîtrise des outils qui va différer d'un gestionnaire à un autre ou d'un manager à un autre. Une fois que cela est saisi, l'autre en fait temps qu'il va falloir en fait quantifier et identifier, c'est le temps homme pour le passage en paye de l'absence maladie. Et dans ce passage en paye, on va inclure la vérification des droits à maintien des salariés en fonction de la durée de l'absence et du nombre d'arrêts que le salarié a pu avoir sur l'année civile ou sur les 12 mois consécutifs ou non en fonction du premier arrêt. Et là, on se réfère aux obligations conventionnelles ou légales lorsque la convention collective n'oblige pas l'employeur à faire du maintien de salaire. C'est la vérification aussi des montants à maintenir lorsque les montants d'obligation de maintien de salaire sont dégressifs, ce qu'on retrouve dans toutes les conventions collectives qui obligent l'employeur à maintenir le salaire. Les précalculs des IGSS en fonction de la typologie de l'absence et pour aller un peu plus loin et dans le côté un peu plus technique et complexe de la paye, en fonction du dossier du salarié, calculer un montant de maintien en fonction d'un mi-temps thérapeutique ou Je voulais absolument essayer d'écouter avec mon casque. Alors, c'est bon pour le c'est son? OK. Ah, c'est parfait. Merci beaucoup. On a peut-être eu Merci. on a peut-être eu une coupure Internet, effectivement, une micro-coupure. Alors, Bon, on en est effectivement, je tout pense. à fait, au montant à maintenir et du précalcul des IGSS, donc qui est plus ou moins complexe en fonction de la typologie de l'absence. Je vais aller un peu plus vite au cas où vous m'auriez entendu. Voilà, en fait, les mi-temps thérapeutiques d'expérience sont toujours les plus longs en fait à traiter en paye et au niveau des calculs et des régules en fonction des salariés pour lesquels un arrêt maladie devient un accident du travail ou une requalification d'accident du travail en arrêt maladie par la sécurité sociale et les calculs des IGSS. Pardon. Lorsqu'en fait vous avez passé tout cela en paye en n'oubliant pas les IGRP lorsqu'elles interviennent en relais très rapidement par la suite pour les arrêts de longue durée, on a un dernier point que l'on retrouve dans certaines sociétés, mais pas dans toutes les sociétés, mais on va vous l'évoquer. Qui est effectivement la conformité ou non-conformité du passage en paye. C'est notamment le cas pour les exemples que voici là à citer, c'est-à-dire quand vous avez des salariés qui sont en arrêt maladie, classiquement, les logiciels le traitent plutôt bien de manière automatique. Par contre, dès lors qu'on a des congés avec des absences maladie, avec des mi-temps thérapeutiques, ou avec un accident de travail qui finalement n'est pas pris en charge par la caisse et qui est requalifié en maladie, ou une personne qui est voit succéder un congé pathologique avec une maternité, c'est bien souvent des cas qui sont repris à la main par les gestionnaires de paye, au moins pour les vérifier, puisque c'est là où on se rend compte que les logiciels sont un petit peu à la limite de leurs compétences sur le traitement automatique. Donc il y a forcément un temps homme de vérification des situations particulières liées à l'absence des collaborateurs. Tout à fait. Et au-delà de la vérification des gestionnaires de paye, lorsque dans les process d'élaboration et de vérification des bulletins de paye de l'entreprise, cela en fait, c'est tout ce qui est mi-temps thérapeutique ou autres sont considérés comme des payes à risque. Il ne faut pas en fait occulter le temps homme et le coût associé du responsable paye qui va venir vérifier la paye ou les calculs du gestionnaire paye et venir alourdir en fait le coût pour l'entreprise.
Absolument. Donc là, c'était un premier niveau de coût lié à la gestion des arrêts de travail. Et effectivement, une participante nous signale qu'il y a aussi un coût lié aux échanges avec la sécurité sociale. On y vient. Et c'est l'objet effectivement de l'intervention suivante, Tout à fait. surtout pour les entreprises qui appliquent la subrogation des IGSS, donc les trois quarts d'entre vous. C'est ça. Alors, dans les coûts liés à la gestion des arrêts de travail, lorsqu'on a des coûts en fait en amont et au moment de la paye, de la pré-paye et de la paye, il faut aussi en fait tenir compte de tous les ETP post-paye, donc avec notamment les relations avec la sécurité sociale. On va inclure le rapprochement des indemnités journalières de sécurité sociale qui ont été avancées avec celles qui sont effectivement récupérées auprès des CPAM. Et au niveau des intervenants et des ETP à prendre en compte, on va retrouver le temps des gestionnaires paye, bien évidemment, mais également le temps niveau finance comptabilité, puisque les IGSS sont versés en masse sur le compte de la société par virement. Pour ceux qui ont vécu ça en entreprise, dans la journée qui suit, la comptabilité demande en fait à la paye ou à la RH de ventiler le montant global par salarié et par arrêt pour avoir des écritures qui vont venir en fait s'équilibrer au niveau de la comptabilité. Donc en termes de temps homme, à ce niveau-là, c'est le temps homme comptabilité et le temps homme gestionnaire paye. Il faut également ajouter les fameux échanges avec la sécurité sociale. Et là, en fait, on est sur les échanges avec les CPAM en amont, en fait, des remboursements des IGSS. Lorsque vous avez des CPAM qui vous joignent directement, vous envoient des courriers ou par mail pour vous signaler que les dossiers des salariés sont incomplets ou administrativement non recevables pour des raisons XY. On ajoute également la relance et le recouvrement des IGSS subrogés. Donc on a passé, le dossier est passé, la sécurité sociale a commencé à indemniser et les rapprochements, donc le point numéro 1, laisse apparaître des écarts qu'on va essayer dans l'entreprise de diminuer le plus rapidement possible et en termes de montant le plus haut possible pour éviter de faire une avance de fonds trop longue ou trop coûteuse pour l'employeur. On ajoute aussi la constitution des dossiers de prévoyance et la gestion des indemnités de prévoyance qui, au final, en fait, vont être plus ou moins chronophages et gourmandes en termes d'ETP et donc en coût pour l'entreprise en fonction du délai d'intervention de l'IGRP. Donc si on reprend en fait ton exemple de la FEAP tout à l'heure, avec une IGRP et une prévoyance qui arrive en relais dès le 4e jour pour l'ensemble des salariés, lorsque vous avez un absentéisme moyen qui est supérieur en fait à 4 jours, la gestion des dossiers de prévoyance vont venir en fait un peu gréver les temps de vos gestionnaires payés ou administration du personnel ou des assistantes en établissement en fonction de la personne à identifier qui le fait. Et enfin, on inclut aussi, en fonction des pratiques des salariés et en tout cas avant l'intervention de la loi El Khomri, et en fait, je vous dis une bêtise parce que la loi El Khomri n'a pas remis en cause les visites de reprise. Voilà, les visites de reprise médicale pour les arrêts de longue durée, on parle là des arrêts d'au moins 30 jours, et en fonction de la pratique de l'entreprise, la gestion des contre-visites médicales et les coûts associés. Au-delà de la gestion des arrêts de travail, en coût homme, il faut aussi intégrer les coûts qui vont être liés à la gestion des remplacements. Alors, dans la gestion des remplacements, on va avoir des coûts directs qui vont être visibles immédiatement et des coûts indirects qu'on va oublier, qui ne vont pas être visibles directement. Alors, on inclut dans ces coûts-là, dans un premier temps, le recours aux heures supplémentaires. Le recours aux heures supplémentaires des salariés présents pour venir en fait pallier l'absence de façon durable ou immédiate des salariés absents. On y inclut aussi le recrutement des remplacements. Le recrutement des remplaçants, qu'ils soient CDD ou intérim, peuvent être plus ou moins coûteuses en temps et donc en argent pour l'employeur en fonction de ses process de recrutement, en fonction du poste occupé par les salariés absents et en fonction du vivier de CV que vous pouvez avoir en interne.
et en fonction du nombre d'intervenants qui vont être sollicités dans le recrutement des remplaçants, aussi bien au niveau des services recrutement de l'entreprise qu'au niveau opérationnel si le candidat est reçu dans un second entretien par l'opérationnel. On va aussi inclure la gestion des contrats, qui va être plus ou moins en fait coûteuse en ETP et en finance pour l'employeur, en fonction de si l'on a recours à un CDD de remplacement ou à un CDD d'intérim. Lorsqu'on parle de CDD de remplacement, les questions qui peuvent se poser, c'est est-ce qu'on va établir un CDD de date à date ou un CDD sans terme précis. Et lorsque l'on a recours à un CDD sans terme précis, la question subsidiaire, c'est est-ce qu'on aura en fait une période minimale pour fixer une période d'essai ou est-ce que cette période minimale ne sera pas incluse dans le CDD et la gestion de la période d'essai qui en découle devra être gérée également. On va aussi tenir compte d'un coût qui va être lié à la facturation de l'intérim. Une fois que l'intérimaire est arrivé, il faut le facturer. Effectivement, ouais, c'est là que tu as raison. Au-delà de l'aspect, j'ai envie de dire RH, il y a aussi l'aspect finalement financier de la vérification des factures émises par l'agence de travail temporaire, qui nécessite un pointage et qui nécessite du temps effectivement de gestion. Et puis on a aussi d'autres types de coûts qu'on a mis un petit peu dans ce pot-là, notamment le coût lié aux EPI, aux équipements personnels individuels de protection, notamment quand vous avez des activités qui nécessitent le port de chaussures de sécurité, le port de blouse, le port de casque, etc. Le remplaçant, même si le remplaçant est là que pour 3 jours, il va devoir être équipé d'une paire de chaussures à sa taille. Donc il y a aussi des coûts matériel un petit peu à prendre en compte dans le coût lié au remplacement de la personne absente. Tout à fait. Et on va inclure aussi, au final, tous les actes de gestion liés à l'entrée-sortie du salarié. Alors ça, c'est des actes souvent qu'on occulte et qui, en fonction du taux d'absentéisme et de la typologie des absences, je m'explique, plus les absences sont de courte durée lorsque la politique de remplacement en fait, de l'entreprise est immédiate et systématique, et plus en fait ces actes de gestion de l'entrée et de sortie vont devenir en fait chronophages au niveau du service paye, RH et coûteuses pour l'entreprise. Dans les actes de gestion, on y met en fait toute la liste de manière chronologique, mais les plus chronophages vont être l'établissement des bulletins de paye et surtout des soldes de tout compte. Et la gestion en fait des documents administratifs afférents. Donc, on vient de le voir, effectivement, les coûts liés, les coûts hommes liés à l'absence sont des coûts qui sont plutôt indirects, un peu moins faciles à chiffrer que les précédents, qui sont des coûts nombreux et qui sont des coûts liés à l'activité de l'entreprise, bien sûr, et aussi à sa politique de remplacement ou de non-remplacement par rapport aux heures supplémentaires ou à l'intérim, etc. C'est ça. Et du coup, en fait, pour la politique de remplacement, le coût, enfin, ça paraît évident ce que je vais vous dire, mais le coût est moins élevé quand les absences sont peu remplacées. Voilà. Oui, effectivement. Il est peut-être plus compliqué socialement pour les gens qui sont présents, mais on en parlera plus tard. Tout à fait. Pour conclure sur les coûts hommes, la question c'est comment les maîtriser. La première chose qui est évidente, en fait, c'est de les identifier. Donc, c'est au final, en fait, de tous les identifier. Une fois que cela est fait, c'est de pouvoir les quantifier. Et ensuite, c'est de mettre en place des process efficients adaptés à votre organisation. Et ces process peuvent être en fait différents en fonction des établissements, en fonction des services et en fonction de l'organisation de l'entreprise. S'agissant des coûts organisationnels, on va rentrer en fait dans les coûts qui sont au final les plus difficiles à identifier et à quantifier. Dans les coûts liés à l'organisation, la première question que l'on peut se poser, c'est quels sont les coûts de l'absentéisme liés au dysfonctionnement organisationnel? Ils sont de 5 ordres. Le premier va être la formation des remplaçants. Dans la formation des remplaçants, il convient d'inclure le coût des formations, qu'elles soient en fait internes ou externes, mais aussi le temps homme et les conséquences pour l'organisation de l'entreprise. Dans les temps hommes,
On tient compte des temps managériaux, si le manager intervient, des opérationnels, lorsque les opérationnels interviennent, du temps homme, du tuteur, voilà, et finalement, en fait, tout ce qui est mobilisé au niveau de ces 3 premiers intervenants, quelles conséquences pour l'organisation, pour la productivité et pour l'activité de l'entreprise, et un coût indirect qui est peut-être souvent oublié. Je donne par exemple un intérimaire qui arrive sur une chaîne de production et qui a des questions au fil de l'eau et qui va les poser à son collègue d'à côté, qui oblige son collègue d'à côté et finalement en fait du salarié toujours présent d'interrompre son activité et sa productivité pour pouvoir lui répondre. Voilà, la question là et la difficulté, c'est d'identifier ces temps hommes et de les quantifier en monnaie trébuchante. On va également en fait intégrer dans les coûts liés à l'organisation et au dysfonctionnement la réorganisation de l'équipe. Un absentéisme de courte durée récurrent va avoir un impact plus important sur l'organisation d'une équipe et sur les salariés toujours présents. On intègre également les interruptions d'activité. Vous êtes en fait sur une activité de production industrielle lorsque vous avez un taux d'absentéisme qui va en fait augmenter d'un coup sur une semaine sur de nombreux salariés. Quel va être en fait l'impact au niveau du dysfonctionnement organisationnel de cette activité-là à ce moment-là? On y intègre aussi les baisses de productivité des salariés présents. Parce qu'en fait, si le taux d'absentéisme et la récurrence des absences des salariés absents n'est pas forcément un facteur de motivation des salariés toujours présents, il peut rapidement et de plus en plus devenir un facteur de démotivation. Et la démotivation d'un salarié toujours absent a un impact plus ou moins direct et plus ou moins immédiat sur la productivité du salarié présent. Et enfin, les baisses qualitatives et quantitatives de production, l'impact des absences sur la rentabilité de l'entreprise et la productivité de l'entreprise reste la plus difficile à évaluer. Mais elle doit l'être lorsque tout le travail précédent a été fait pour avoir une vision complète et à 360 degrés du coût de l'absence pour l'entreprise. Dans les coûts organisationnels, on intègre 2 autres types en fait de coûts qui vont être encore plus difficiles à identifier et à quantifier. Absolument, notamment le coût lié à l'image de marque et la perte d'image de marque liée à l'absence. Wassila va nous donner un exemple qui va pouvoir illustrer complètement ce propos, ainsi que les coûts et l'impact sur la détérioration du climat social pour les salariés qui sont présents et qui supportent également l'absence. Alors, pour les coûts d'image de marque, je vais vous donner un exemple qui peut parler à tout à chacun. C'est le samedi matin dans un hypermarché où vous avez les caissières qui ont eu une épidémie gastro-fulgurante et avec un système de remplacement qui ne se fait pas immédiatement. En termes de perte de qualité du service qui est rendu par l'hypermarché, qui a un impact direct en fonction de la queue aux caisses qui va s'agrandir et du mécontentement du client. Et en termes de retard de la prestation, on en a une image immédiate au niveau du consommateur. Absolument. Si c'est quelque chose qui est régulier, récurrent et que finalement l'entreprise ne met pas en place des moyens d'action pour faire en sorte que ça ne se renouvelle pas, effectivement les consommateurs vont pas être satisfaits de cette enseigne. S'agissant des coûts sociaux, au-delà en fait de l'absentéisme et de la mobilisation en fait des opérationnels, ce qu'on peut aussi ajouter, c'est qu'en fonction des conditions de travail, si elles sont insuffisamment sécurisées ou un management qui engendre un plus haut niveau de stress en période d'absentéisme qui est plus élevé, ou le manque de reconnaissance du management, les impacts directs ou indirects, immédiats ou reportés sur les coûts sociaux et notamment sur la détérioration du climat social ne sont pas à négliger. Alors, une petite question pour avoir un petit peu votre sentiment sur l'estimation du coût de l'absentéisme, pour voir un petit peu au fil de ce qu'on a dit ce matin et puis surtout par rapport à votre ressenti et votre entreprise. Pensez-vous que l'estimation du coût de votre absentéisme est un sujet stratégique, important ou secondaire? Je crois que le sondage est lancé. Oui, effectivement.
Donc là, on est à 70% de votants. 75%, 83%. Les participants sont hyper réactifs sur cette question. Alors, tout le monde a répondu. Pour les résultats du sondage, Sylvain. Absolument. Donc, on a quand même une partie prépondérante. 60% des participants pensent qu'il s'agit d'un sujet important pour l'entreprise. Presque 40%, 38% pensent que c'est un sujet stratégique et on n'a que 3% qui pensent que c'est un sujet secondaire. Donc on a bien quelque chose qui est un levier d'action pour l'entreprise et un sujet qui doit marquer effectivement un peu les esprits et qui doit être traité correctement dans l'entreprise. Oui. Alors, un participant ajoute même stratégique et important. Oui, oui. effectivement. Nous sommes d'accord. Alors, si on regarde un petit peu le big picture de ce qu'on a dit par rapport au coût, voici là. Oui. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on a des coûts directs et indirects. Voilà, on vous a mis en fait l'image de l'iceberg avec la partie immergée. On a une visibilité au final qui est souvent très parcellaire et quand on veut maîtriser un sujet qui est important et stratégique, la première chose qui est importante, c'est d'identifier en fait l'ensemble des coûts pour pouvoir les quantifier. Et c'est ensuite de mettre en place des process efficients et adaptés à votre organisation. Lorsqu'on parle de l'estimation du coût de l'absentéisme, parce que c'est quelque chose qu'on vous avait aussi promis dans le webinaire, on se rend compte en fait, et c'est au niveau en fait du 7e édition, la 7e édition de notre baromètre de l'absence, en termes de quantification, si on devait faire une moyenne, on peut partir pour une moyenne en fait nationale et une moyenne qui diffère complètement en fonction de l'entreprise, de son secteur d'activité et des outils mis à disposition de ses collaborateurs et de la façon dont c'est utilisé. 1% d'absentéisme égale 1,87% en moyenne de la masse salariale de l'entreprise. Et là, on commence à se rendre compte que finalement, en fait, un taux d'absentéisme peut avoir un coût pour l'entreprise qui est vraiment, vraiment non négligeable. Absolument. Alors c'est très compliqué à déterminer et d'ailleurs on s'est fait aider par une société spécialisée dans le chiffrage du capital immatériel, c'est Goodwill Management, pour déterminer ce que représente en coût 1% d'absentéisme. C'est souvent une question qu'on nous pose et sur laquelle effectivement il était un peu difficile d'apporter des éléments chiffrés sans avoir fait une étude précise. Et donc Goodwill avec nous a pu réaliser cette étude. Donc, encore une fois, c'est plutôt une moyenne nationale. Si on décortique, c'est 1,87% de coûts liés à 1% d'absentéisme. Vous les avez sous les yeux. Ça reprend un petit peu l'ensemble des items qu'on a abordés ce matin et on se rend compte finalement que le coût le plus évident, le coût de maintien de salaire, le simple coût de maintien de salaire complément moins IGSS, c'est pas le coût le plus important. Au contraire, c'est que effectivement la face visible de l'iceberg, comme disait Wassila. Alors, on a une question, Sylvain. L'un des participants nous demande s'il est possible de recevoir le baromètre parce qu'il y a participé et qu'il ne l'a pas reçu. Bien sûr. En fait, vous pouvez recevoir l'ancien, mais le nouveau arrive. Voilà. Donc, pour ce participant, on va lui envoyer l'ancien, bien sûr, puisque apparemment il ne l'a pas eu. Et puis, effectivement, nous avons le nouveau baromètre qui va arriver. Enfin, on a déjà fait une parution presse il y a 10 jours et on va avoir une grande communication début octobre. J'en reparle dans 2 minutes. Comment est-ce qu'on accompagne et pourquoi est-ce qu'on vous en parle aujourd'hui? C'est parce qu'effectivement, on accompagne souvent les entreprises dans le management des absences et notamment à 3 niveaux que vous allez pouvoir. Alors, je vais demander aussi à le bon slide, s'il vous plaît. Merci. Assistante. On accompagne l'entreprise notamment à 3 niveaux parce que c'est compliqué d'agir à la fois sur le coût de l'absence et à la fois sur les motifs de l'absence. Premier niveau sur diagnostiquer l'existant pour diagnostiquer les leviers d'action, tant sur les coûts que sur les causes. Ensuite, accompagner au plan d'action. Une fois qu'on a diagnostiqué, il faut ensuite agir. Et puis, pour pérenniser les actions mises en œuvre, qui sont mesurées, avoir des outils de pilotage et des méthodes, notamment par rapport à du e-learning, de la formation, etc.
Juste pour revenir en une slide sur ce qu'on a commencé à vous dire par rapport au baromètre national d'absentéisme version 2016, qui est sorti il y a quelques jours. Alors, le taux moyen de l'absentéisme en France atteint 4,55% en 2015. Il est en légère hausse par rapport à l'année dernière. Et ce qui ressort, en fait, c'est que tous les secteurs d'activité sont touchés par la hausse. Et que donc la question de l'absentéisme, si elle était stratégique et importante pour vous hier et aujourd'hui, elle le deviendra très certainement plus dès demain. Et l'autre point qui nous paraissait intéressant en fait de vous indiquer dans ce webinaire, c'est que l'absentéisme de courte durée progresse de manière sensible. C'est-à-dire qu'en fait, même si la durée moyenne des absences est stable d'une année sur l'autre, ce que l'on constate, c'est un recul des absentéismes de plus d'un mois qui est compensé au même taux sur l'absentéisme de courte durée. Absolument. Vous avez la déclinaison par secteur d'activité, ce qui permet de se benchmarker par rapport au taux, puisque quand on dit qu'on a un taux national de 4,55, en fait, il varie selon le secteur, donc c'est important de pouvoir se benchmarker par rapport aux données de son secteur. Alors effectivement, le taux d'absentéisme, il est calculé sur le nombre de jours d'absence sur l'absentéisme compressible, maladie, maladie, accident de travail, maladie professionnelle, oui. Rapporté au nombre de jours travaillés, effectivement, par rapport à une question. Voilà, c'est une question qu'on venait de nous poser. Voilà. Le webinaire arrive à son terme. Avant de le clôturer et de vous remercier de votre participation. Active, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, un participant nous remercie pour notre intervention, on vous en prie, et nous demande si on pourra recevoir les slides par mail. Ils vous seront communiqués oui, absolument. dans les jours prochains. Puisqu'on a votre adresse mail, on va pouvoir vous envoyer les slides, effectivement, et une communication par rapport à ça. Et d'autres questions en fait sont en train d'arriver en pagaille. Ne vous inquiétez pas, même si nous allons clôturer ce webinaire, on les met de côté et une réponse sera apportée à toutes les questions qui sont restées en suspens. Absolument. Voilà. Pour finir, on voulait en fait vous parler du nouveau baromètre de l'absentéisme, puisqu'en fait un événement est prévu le 11 octobre au salon Gustave Eiffel à Paris pour présenter le 8e baromètre de l'absentéisme qui a été présenté dans des communiqués de presse et sur des supports télévisuels et radio et presse papier il y a une dizaine de jours, comme Sylvain vous l'avez précisé. Absolument. Et donc, il y a un événement qui est prévu avec les entreprises et puis aussi les professionnels du sujet. Notamment, on aura le directeur de l'ANACT qui sera présent à nos côtés sur une table ronde. Et c'est le 11 octobre à Paris, à la Tour Eiffel. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez être inscrit à ce webinaire, de nous envoyer un petit message par mail, puisque dans l'invitation au webinaire, vous aviez les coordonnées mail d'autres épogés qui travaillent avec nous, pour qu'on puisse voir par rapport aux places disponibles et vous dire si vous pouvez effectivement également participer à cet événement intéressant, notamment pour les entreprises qui sont sur plusieurs pays, multinationales et multi-pays. Oui. On a également pour la première fois un focus de la comparaison entre l'absence en France et l'absence dans les principaux pays d'Europe. Qui révèle en fait des différences très intéressantes, des fois avec des écarts de géants, mais avec les explications culturelles et conjoncturelles que l'on met en face, qui sont rationnelles et très logiques. Voilà. Merci beaucoup pour votre participation active, encore une fois. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt pour un prochain webinaire. Bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir.